Le doux son de nos pas dans la neige, le cliquetis d'un mousqueton avant de s'élancer sur une paroi, les discussions matinales d'un groupe de randonneurs au départ d'un refuge, ou encore le bruit du torrent dans la vallée. Ça y est, vous êtes à peu près situés ? Alors bienvenue dans les Pyrénées. Dans ce podcast, je t'invite à découvrir les Pyrénées avec un nouveau regard. De l'Atlantique à la Méditerranée, entre la France et l'Espagne, ces montagnes ont beaucoup à nous enseigner. Sur l'histoire, sur la culture, sur la nature, mais aussi sur nos vies. À travers le récit des femmes et des hommes, de tous âges et de tous horizons, je t'embarque à la rencontre de ceux qui ont fait le choix de vivre au pied des sommets. Au-delà de la carte postale, que représentent ces territoires de montagne pour celles et ceux qui y sont intimement liés ? Dans ce podcast, on parle donc de montagne, mais pas que. Au fil des conversations, on se questionne sur le rapport que l'on entretient aujourd'hui en tant qu'humain avec notre environnement et nos territoires. On défait le fil de nos parcours et puis on explore les futurs dans un monde en plein changement. Je m'appelle Anne-Sophie, je suis béarnaise et je t'invite à écouter dès maintenant les voix des Pyrénées. Il y a quand même un très très gros intérêt à ce que cette maternité soit ouverte. Même politiquement, c'est hyper important et je pense que c'est vraiment une sorte d'anomalie, on va dire, pyrénéenne, parce que normalement, ici on fait 120, 130 accouchements par an. Ça n'existe pas, les maternités qui font 120, 130 accouchements par an. Nulle part ailleurs sur le territoire, ça existe. Cela fait 11 ans déjà que l'hôpital de Cerdagne a ouvert ses portes. Un hôpital situé sur le plateau de Cerdagne à Puigcerdà en Espagne et à seulement quelques kilomètres de la France. C'est le premier hôpital transfrontalier d'Europe et il se trouve dans les Pyrénées. Alice Gautreau est sage-femme. Lors de notre enregistrement en juillet, elle était la seule sage-femme française de l'hôpital. Depuis, elle ne travaille plus dans l'hôpital, mais continue d'exercer en libéral en Ariège. Après avoir travaillé dans l'humanitaire à l'étranger, c'est dans ses Pyrénées natales qu'elle est revenue s'installer. Un cadre plus calme, mais avec toujours des défis à relever autour de la santé. Dans cet épisode avec Alice, on parle de frontières, celles qui existent sur les papiers, celles qui sont dans nos têtes, et puis celles qu'on ne voit plus, tant la vie prend le dessus. On parle d'accès à la santé dans les vallées de montagne, et notamment de la santé des femmes. Je ne vous en dis pas plus, et laisse place à ma conversation avec Alice Gautreau. J'espère que cet épisode vous plaira. Je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour Alice. Bonjour. Merci de me recevoir ici, dans ta salle d'auscultation, on dit ? Ouais, en cabinet, ouais. Ok. On est dans un endroit particulier, un hôpital. Est-ce que tu peux peut-être déjà me dire pourquoi on est ici et quel métier tu exerces ? Alors, je suis sage-femme et on est à l'hôpital de Cerdagne, qui est un hôpital transfrontalier au milieu des Pyrénées, du coup. On est physiquement en Espagne, mais on est à 100 mètres de la France et c'est un hôpital qui accueille des patients à la fois français et espagnols. Pourquoi tu travailles ici ? Depuis combien de temps ? Alors, ça fait pas très longtemps que je travaille ici. Je travaille ici depuis le mois de janvier. J'y ai déjà travaillé en 2018. Et pourquoi est-ce que je travaille ici ? Parce que je suis originaire d'ici et que une fois que donc j'ai une carrière un peu j'ai beaucoup voyagé pour ma carrière. J'ai fait mes études en Écosse et après, quand j'ai voulu revenir m'installer quelque part pour faire ma famille et mes enfants et tout ça, il fallait que ce soit ici. Je pense qu'il n'y avait pas d'autre endroit. Du coup, je te pose la question introduction du podcast. Ça veut dire quoi pour toi les Pyrénées ? Les Pyrénées, pour moi, c'est la maison. C'est ici que j'ai grandi. Alors, je suis pas née ici, mais je suis arrivée quand j'avais 2 ans. Et pour moi, c'est un endroit où je me sens bien, où je me sens chez moi. C'est à la fois petit et grand. C'est vaste et on peut avoir l'impression de très haute montagne. Et pourtant, c'est pas non plus de la très haute montagne. Et c'est aussi un territoire qui est hyper intéressant parce que multilingue, parce que multiculturel, parce que voilà. Et puis c'est là où j'ai grandi. Donc. T'as grandi à Font-Romeu ou J'ai grandi à Portet-Puymorens. Okay. Portet-Puymorens, c'est un tout petit village qui est à la frontière avec l'Andorre.
le dernier village français avant d'arriver en Andorre, du côté des Pyrénées-Orientales. Et je suis allée au lycée de Font-Romeu, du coup. Donc le lycée, il est à 45-50 minutes de route du village où j'ai grandi, parce qu'il n'y a qu'un seul lycée dans la région. Ça reste quand même petit. Et du coup, tu as grandi toujours avec un peu cette double frontière, l'Andorre et la France. Là, aujourd'hui, l'Espagne, la Catalogne et la France. Pour toi, c'est quelque chose qui t'apporte quelque chose d'être un peu dans cette ligne transfrontalière? Je pense que déjà culturellement, en fait, on grandit avec un peu la triple, on va dire la triple identité, parce que au collège, à la fois au collège et au lycée, il y avait des élèves qui venaient à la fois du côté espagnol et du côté français. Il y avait une minorité qui venait du côté espagnol, mais quand même, il y en avait. Moi, j'ai fait du catalan depuis la 6e. Après, il ne faut pas me demander de parler catalan, mais j'ai quand même étudié le catalan à l'école. Donc oui, c'est sûr que c'est quelque chose qui est très présent dans la région. Puis ne serait-ce que quand tu allumes la radio, la moitié des stations que tu captes, c'est des stations soit catalanes, soit castillanes. Donc il y a forcément une forte notion de triple identité même, je dirais. Et du coup, ça m'interpelle, mais est-ce que pendant le Covid, tu étais ici? Ok, parce que j'étais pas là. Je trouve que c'est quelque chose que pendant le Covid, on en a parlé très vite de ces zones transfrontalières où en fait les gens sont habitués à traverser, ils ont de la famille souvent d'un côté et de l'autre. Je sais que c'était très, très compliqué. Nous, on a des chemins de passage qui passent entre l'Espagne et la France, pas des frontières officielles, quoi. Il y a des petits chemins, on va dire, qui avaient été bloqués avec des barricades. Enfin, ils avaient mis des blocos entre les trucs pour pas qu'on puisse emprunter la frontière. Donc oui, c'était vraiment très particulier, quoi. Oui, parce que même là, quand on arrive, on capte pas vraiment qu'on passe en fait en Espagne ou c'est poreux, quoi. Mais c'est ça la particularité aussi du plateau de Cerdagne, qui est en fait administrativement, effectivement, il y a 2 pays sur ce plateau, mais ça date du traité des Pyrénées qui date de 1659, et donc ils avaient séparé le plateau de Cerdagne en la France et en l'Espagne. Ça n'a pas trop de sens géographiquement par rapport aux autres endroits des Pyrénées où il y a quand même un col généralement, il y a quelque chose qui sépare. Là, on a une pauvre rivière, on va dire, qui fait office de frontière, mais c'était vraiment histoire de dire, voilà, là on va mettre la frontière à cet endroit-là, mais c'est vrai que physiquement, il n'y a pas vraiment de sens à ce qu'il y ait une frontière. Toi, tu as la particularité du coup de travailler dans cet hôpital qui est transfrontalier. Tu fais naître des bébés pyrénéens, mais autant espagnols que français. Comment ça se passe du coup? Vous accueillez des familles espagnoles, des mamans espagnoles et des mamans françaises. Comment ça se déroule? Ouais, alors les patients qui veulent venir utiliser les services de l'hôpital, donc la maternité par exemple, ils viennent comme tout autre hôpital en fait. Tu viens avec ta carte vitale, avec ton attestation d'assurance, ta mutuelle, et c'est tout pris en charge comme si tu étais en France. Ça, c'est quand même un truc qui est hyper important. Après, administrativement parlant, il y a quand même une petite différence parce que physiquement, tu es quand même né en Espagne. Donc le bébé, il est quand même né en Espagne. Ce que j'allais dire, c'est né en Espagne, mais de nationalité française. Voilà, tout à fait. Parce que donc si les 2 parents sont français, en fait, de la même manière, le bébé sera français. Mais tu fais ta déclaration de naissance au registre d'état civil espagnol, qui après fait une communication avec le consulat de France à Madrid, qui lui gère tous les Français de l'étranger. Et donc le livret de famille, on va dire, que normalement on nous remet à l'état civil en France, à la mairie de là où tu as accouché, là il va t'arriver par une autre façon de faire. T'es pas obligé d'aller à Madrid, encore heureux, mais quand même il faut que tu envoies tous tes documents à Madrid et ça te revient après plus tard. Ok. C'est quoi la proportion à peu près il y a plus de mamans espagnoles qui viennent, de mamans françaises? Il y a quand même beaucoup plus de mamans espagnoles. Après, même physiquement, l'hôpital, il dessert 50 communes sur la région et environ 30 000 personnes à l'année.
Ça peut monter jusqu'à 150 000 en hiver, par exemple, parce qu'il y a quand même 13 stations de ski sur le territoire et du coup, ça peut exploser. Mais à l'année, on est à peu près 30 000 à vivre sur le plateau et donc la majorité, 60% vient d'Espagne et 40% de France. Après, en Mater, on est un peu moins de Français encore. Donc je dirais plutôt 80-20 que 60-40. Voilà. Et toi qui es sage-femme sur le territoire aussi en libéral, c'est quoi les autres solutions pour les femmes pour aller accoucher? C'est là tout l'intérêt de cet hôpital-là, c'est que vraiment le prochain hôpital, donc soit on descend vers Perpignan. Ouais. Avant, il y avait une maternité à Prades. Donc Prades, c'est 1 heure de route déjà. Perpignan, c'est 2. Et autrement, on descend du côté Ariège et là, on arrive à Foix et c'est toujours une bonne heure de route, quoi. Ok, sinon il n'y a rien. Il n'y a rien. Et pour les Catalans, les Espagnols, du coup, eux, c'est 2 heures Barcelone. Wow. Donc vraiment, il y a quand même un très très gros intérêt à ce que cette maternité soit ouverte. Même politiquement, c'est hyper important et je pense que c'est vraiment une sorte d'anomalie, on va dire, pyrénéenne, parce que normalement, ici on fait 120, 130 accouchements par an. Ça n'existe pas, les maternités qui font 120, 130 accouchements par an. Nulle part ailleurs sur le territoire, ça existe. En France, les plus petites matères, elles font 300 accouchements, mais 120 et 300, déjà, tout le monde essaye de les fermer. Donc 120, c'est vraiment, vraiment très petit. Et voilà, on lutte pour la garder ouverte parce que c'est quand même hyper important. Et d'ailleurs, sans cette mater, je pense qu'il y aurait beaucoup de bébés qui naîtraient sur les bords de route parce que il y en a d'ailleurs, il y a des employés de l'hôpital qui sont nés sur la route pour aller à Perpignan parce qu'il y a très très longtemps, il n'y avait pas de maternité ici. Donc ouais, ça reste des routes de montagne aussi quand même, quoi. Donc oui, pas... pour descendre à Perpignan, tu peux pas aller à 180, quoi. C'est vraiment c'est des petites routes de montagne. Ouais. Et qu'est-ce qui limite encore le fait qu'il n'y ait pas plus de naissances? Ça veut dire qu'il y a toujours beaucoup de mamans qui font le choix plutôt d'aller à Perpignan, à Foix. Ouais. Alors, il y en a quand même pas mal. Après, je pense pas qu'il y ait énormément de naissances sur le plateau non plus. Mais je pense qu'il y a quand même beaucoup de gens qui choisissent d'aller directement dans un plus grand centre, en fait. Parce que un peu les critiques qu'on pourra faire à l'hôpital, c'est que c'est un petit hôpital. Après, c'est normal aussi, on est dans un petit hôpital de montagne. Donc, c'est sûr qu'on va pas prendre en charge tout ce qui est grosse pathologie, tout ce qui est... tout ce qui va mettre en danger la vie de la mère ou de l'enfant, ça va être redirigé de toute façon. Donc il y a certaines mamans qui préfèrent, par précaution, aller directement dans un centre qui pourra les prendre en charge si jamais il y avait un risque. Après, nous ici, l'hélicoptère, il vient très très vite. En un quart d'heure, on est à Perpignan. Donc si vraiment il y avait un risque majeur, c'est pris en charge très très vite et très rapidement. Je pense aussi... un autre facteur un peu limitant, c'est la langue. Donc, moi, je suis la seule sage-femme française de l'équipe obstétrique de l'hôpital. Et on est 6 sages-femmes, donc les autres sont toutes d'origine espagnole. Elles parlent français, mais c'est pas leur langue maternelle. Elles font toutes un très très gros effort pour parler français, mais c'est sûr que c'est peut-être moins fluide. Et donc, mais autant que en fait une patiente espagnole qui tomberait sur moi pour son accouchement, pour moi ça va être moins fluide de parler espagnol, c'est sûr qu'une patiente française qui risque de tomber sur une de mes 5 collègues risque d'avoir une barrière de la langue un petit peu plus présente. Mais bon, c'est aussi ça la beauté de cet hôpital, c'est qu'on est tous transfrontaliers, donc soit on est catalan ou soit espagnol, on parle tous plus ou moins les 3 langues, avec plus ou moins de niveau, mais en tout cas, on se comprend. Et comment ça fonctionne en termes... Je me dis peut-être qu'entre la France et l'Espagne, il n'y a pas de grosses différences de formation. Avec certains pays, il peut y avoir des différences de formation pour les sages-femmes, pour faire accoucher les femmes, l'obstétrique. Comment est-ce qu'on fait fonctionner ça, des professionnels espagnols et des professionnels français ensemble? C'est une question qui s'est beaucoup posée au début de l'hôpital. Donc l'hôpital, il a 10 ans maintenant. En fait, c'est un groupement... un GECT, Groupement européen de coopération territoriale, et la loi européenne prévoit que c'est la loi
du pays dans lequel est implanté physiquement l'établissement qui prévaut. Du coup, en termes médicaux, par exemple, nous, on ressort de la loi catalane. Donc moi, par exemple, j'ai une double... on va dire une double nationalité de sage-femme. Je suis à la fois enregistrée en France, parce que j'ai mon cabinet à Ax-les-Thermes, et donc j'exerce en France, et à la fois en Catalogne. Mais par contre, au niveau des protocoles, etc., on appliquera les protocoles catalans. En termes de compétences aussi, mes compétences sont un peu différentes en Espagne qu'en France. Elles sont plus limitées en Espagne, donc finalement, ça pose pas trop de problèmes. Mais c'est vrai qu'il y a des choses que je faisais très facilement en France et qu'ici, il faut que je me restreigne, par exemple sur la prescription des médicaments, etc. Ça doit passer par un médecin en Espagne, alors qu'en France, les sages-femmes sont prescriptrices, donc c'est un peu différent là-dessus. Mais bon, une fois qu'on s'y est fait, ça va, finalement. Oui, puis c'est enrichissant aussi, je suppose. Bah oui, c'est sûr, oui, oui. Et le fait que tu sois la seule sage-femme française, est-ce que c'est parce que c'est difficile de recruter ou c'est parce qu'il y a plus d'Espagnols sur le plateau que de Français Je pense que c'est un peu les deux. C'est vrai qu'il fut un temps où il y avait d'autres sages-femmes françaises. Là, ça fait un moment qu'il n'y en avait pas. Donc jusqu'à ce que j'arrive en janvier, il n'y avait pas de sage-femme française. Et c'est vrai que je pense que c'est quand même intéressant d'avoir au moins une parmi l'équipe qui soit française, parce qu'il y a quand même des spécificités, ne serait-ce qu'administratives françaises, que l'équipe en place ne comprenait pas forcément, et donc ça permet aussi de fluidifier un petit peu les relations entre la France et l'Espagne, et l'hôpital surtout, et les services en France, quoi. Tu le disais, il faut se battre un peu pour garder la maternité ouverte. Est-ce que justement c'est des choses qui sont en train de se passer en ce moment, où il y a des difficultés peut-être, où il faut un peu pousser pour dire on mérite d'être là et il faut qu'on soit là? Je pense que comme toute maternité, en vrai, on rend des comptes à l'ARS chaque année, et voilà, c'est en fonction de comment est-ce que on justifie la raison pour laquelle on est là. Et pour le moment, on nous a pas encore menacé de fermeture, mais voilà, on sait que ça peut arriver à tout moment. Quel regard tu as toi sur ça, justement, sur le fait qu'il faut justifier de ton naissance, qu'il faut l'accès à la santé pour les femmes? À la fois, je comprends parce que économiquement parlant, il faut que ce soit viable aussi pour un hôpital, pour un service d'être en place. Mais je pense que dans des petits territoires comme ici, il faut qu'on aille forcément au-delà du regard économique. Et là, on parle de vie humaine au final. Donc, en fait, pour moi, le débat ne devrait même pas avoir lieu, puisque voilà, une vie humaine, elle a beaucoup plus de valeur que n'importe quel chiffre qu'on va mettre en face. Donc pour moi, ça a tout son sens que cet hôpital soit ici. Et au-delà de la maternité, cet hôpital, il a un sens aussi, ne serait-ce que pour les stations, par exemple. Ouais. Les stations de ski, on est quand même hyper bien équipés. On est un petit hôpital de montagne, mais on a un scanner, on a un IRM. On a des services d'écho, on a des services de traumato. Enfin, on a des choses quand même qui sont bien au-delà de n'importe quel petit hôpital de montagne, en fait. Donc ça, il faut savoir aussi le valoriser et se rendre compte que voilà, c'est quand même une grande chance qu'on ait cet hôpital sur le plateau. Parce que c'est pareil, l'hiver, tu disais, ça peut monter jusqu'à 150 000 patients. Non. 150 000, oui, personnes sur le plateau. Sur le plateau. Du coup, les personnes qui ont des accidents, par exemple au ski, si elles ne viennent pas dans cet hôpital, elles sont redirigées où? C'est la même chose, vers Perpignan, vers Perpignan et Toulouse. Okay. Perpignan et Barcelone. Ouais. Oui, donc ça reste 2 heures de route, 1h30 de route. Après, généralement, quand c'est un trauma, ils sont amenés directement ici. Et puis, s'il y a besoin, ce sera un hélico qui les emmène plus loin. Mais ici, on peut déjà faire beaucoup, en vrai. Oui, mais je me dis, avant, quand l'hôpital n'était pas là, c'était direct. Voilà, c'est ça. Ouais. Il y a une clinique à Prades, mais je pense pas qu'ils font des urgences. Donc, tu vois, c'est Perpignan. Qu'est-ce que la montagne, elle t'apporte à toi? Si on revient un peu sur le sujet de la montagne. Elle m'apporte une sérénité, le moyen de m'échapper aussi quand je sors en fait de l'hôpital. C'est pour ça aussi qu'on a choisi de revenir s'installer ici avec mon compagnon, c'est parce que de pouvoir sortir de son travail et de se retrouver dans l'environnement dans lequel on est.
dans cette nature, dans cette diversité de paysages, ce vert, ne serait-ce que le vert ou le blanc en hiver, pardon. Donc ouais, c'est apaisant et je trouve que ça permet aussi. J'ai beaucoup vécu en ville et j'aime bien cette slow life là qu'on a ici où on est tranquille. Je préfère. Avec les enfants, c'est mieux. Et même avec, tu me le disais tout à l'heure, 50 minutes de route pour venir ici, ça peut paraître un peu paradoxal parfois pour les gens qui souhaitent venir s'installer en milieu plus rural, de se dire en effet je suis à la campagne, dans la nature, mais c'est vrai qu'il faut faire parfois des concessions sur le temps de route. Toi, ça compense, c'est quelque chose que tu vois pas forcément comme une contrainte Ouais, franchement, j'ai vécu à Londres. À Londres, 50 minutes de transport, c'est complètement normal, quoi. Enfin, j'habitais, entre guillemets, pas loin de l'hôpital dans lequel je travaillais et j'en avais pour une demi-heure de marche pour y aller. Donc, finalement, 50 minutes, c'est pas tant que ça. Enfin, voilà, c'est normal, quoi. En fait, ça se fait. Voilà. Comment tu le vois évoluer, ce territoire ici ? Je trouve que ça se dynamise, je trouve ça chouette. Il y a plein de petites familles qui arrivent de plus en plus. Je trouve, moi, après, en libéral, j'exerce du côté de l'Ariège, qui est une vallée qui est quand même très encaissée, qui s'est un peu dépeuplée ces dernières années. Et là, j'ai l'impression, alors peut-être c'est mon biais aussi, parce que je suis sage-femme, donc forcément je vois les bébés qui arrivent, mais voilà, il y a de plus en plus de bébés. La crèche a de plus en plus de mal à proposer des places, donc c'est inquiétant pour les gens de là-bas, mais c'est aussi un super signe en fait de voir qu'il y a des nouvelles familles qui arrivent, qui s'installent et tout. Donc oui, ça se dynamise et c'est chouette, et je pense que c'est un des secrets les mieux gardés de France, en fait, l'Ariège, pour moi. Parce que même moi, en fait, avant d'aller m'installer en Ariège, je ne connaissais pas trop l'Ariège. J'ai grandi à Portet-Puymorens, qui est vraiment aux portes de l'Ariège, mais c'est vrai qu'on n'y allait pas, en fait, parce qu'on était tourné vers le plateau de Cerdagne. Voilà, c'était ici notre parc de jeux, finalement, du côté de la Cerdagne. Mais c'est vrai que le côté ariégeois est super chouette aussi. Et elle demande à être visitée, à être vécue. Et ouais, on ne regrette absolument pas notre décision d'être revenu par ici. Ouais. Et par rapport à ton enfance, tu as grandi aussi dans ces territoires de montagne, lycée à Font-Romeu, tu disais 45 minutes aussi pour aller au lycée. Qu'est-ce que tu gardes comme souvenir de cette enfance-là, peut-être positif, peut-être négatif, mais de grandir ici ? Alors moi, déjà, ce que je me souviens, c'est que je trouvais ça très chouette. Je trouvais ça... Je retrouve ça avec mes enfants maintenant, c'est l'émerveillement quand on va en ville. Parce qu'en fait, on découvre tout, en fait. Moi, je me souviens de la première fois que j'ai appuyé sur un bouton pour arrêter le bus. Enfin, c'est un truc de fou de se souvenir de ça, en fait. Mais c'est vraiment... c'est tellement pas commun ici d'avoir des bus où on arrête le bus que... Voilà, je me souviens de ces moments-là et je trouve que c'est très chouette de vivre ça avec mes enfants aussi aujourd'hui, quand voilà, on sort et on va en ville et c'est... et en fait, après, on est vachement content de revenir dans nos petites montagnes aussi, ou dans nos grandes montagnes, ça dépend comment on les voit. Mais ouais, enfin, c'était très chouette. Après, c'est sûr que être ado par ici, ça peut être un petit peu plus pesant. Quoique moi, j'ai été interne du coup au lycée de Font-Romeu parce que 50 minutes de route, c'était même plus, parce qu'avec les arrêts et tout, je crois qu'on en avait presque pour 1h30 en tout de bus le matin et le soir. Donc c'était quand même hyper lourd. Je l'ai fait en seconde. Après la première et la terminale, je l'ai fait en internat et c'était super chouette. Et voilà, j'ai eu la chance de côtoyer... alors moi, j'étais pas athlète de haut niveau, mais j'ai eu la chance de côtoyer des athlètes de haut niveau. Enfin, c'est quand même un environnement ultra riche, ultra inspirant. Et voilà, moi, j'ai pas fait de sport à haut niveau, mais ça m'a certainement inspirée pour ce que j'ai fait par la suite. Et ça a été super chouette d'être dans cet environnement-là où l'excellence, ça fait partie du quotidien au final. On peut le dire que tu étais quand même en promotion avec Martin Fourcade. Oui, voilà. J'étais dans la promo de Martin Fourcade. On n'était pas dans la même classe parce
il était en éco et moi j'étais en S, mais oui, on était dans la même promo. C'est des bonnes anecdotes de voir aussi grandir, de voir les gens évoluer avec qui... Bah oui, c'est sûr, ouais. Mais il y a beaucoup de gens qui sont passés par le lycée de Fourmeux et qui ont fait des grandes choses sportivement, et pas que sportivement d'ailleurs, et je trouve que c'est chouette d'avoir évolué dans cet environnement-là. Je pose toujours la question aussi dans le podcast du regard écologique que les gens peuvent avoir sur le territoire ici, sur la montagne. Est-ce que toi, tu la vois changer, cette montagne ? Alors, c'est sûr qu'il fait beaucoup plus chaud et qu'on a beaucoup moins de neige que quand j'étais gamine. Ça, je me souviens, moi, déjà des jours où le bus passait pas, qu'on n'allait pas à l'école parce qu'il y avait trop de neige. Et puis des quantités de neige. Moi, mon père, il travaillait à la DDE à l'époque, donc voilà, et il était en charge du déneigement des routes en hiver. Et donc il y avait des jours où on le voyait pas en fait, parce qu'il était dehors tout le temps, il était tout le temps sur les routes. Il y avait énormément de neige. Enfin, il y avait je me souviens d'être allée en luge jusqu'à l'école, donc dans mon petit village. Là, maintenant, c'est plus possible. En fait, il n'y a plus de luge. Et je me souviens d'aller en ski depuis chez moi jusqu'à la station de ski sur la route, parce que la route était enneigée. Et ça se fait plus. En fait, il n'y a plus autant de neige comme ça. Et donc ça, c'est sûr que c'est une grosse différence. Et les chaleurs aussi en été, enfin, c'est quand même pas les mêmes que ce qu'on était quand on était petit. Je me souviens pas de crever de chaud là, en été, alors que là, maintenant, oui, on peut avoir très chaud, même ici. Et pourtant, le plateau de Cerdagne, il est quand même à 1000 mètres minimum. À Portet, on était à 1006. À Font-Romeu, pareil. Donc voilà, c'est pas des environnements où normalement il doit faire 30-35 degrés. Et là, maintenant, c'est normal en été, quoi. Et justement, t'es revenue ici pour aussi éduquer tes enfants qui ont quel âge ? Elles ont 4 et 2 ans. Ok. Est-ce que c'est quelque chose aussi, peut-être en effet, on peut être un peu encaissé dans les vallées ou un peu bloqué du reste, mais est-ce que c'était un désir, toi, que tu avais de les élever vraiment ici et de leur faire découvrir cet environnement ? Ah oui, bah, clairement. Puis les élever, les sensibiliser à la montagne, c'est déjà quelque chose qu'on fait. Ma fille, elle a fait sa première nuit en bivouac avec son père à 18 mois. La deuxième, elle est pas loin derrière. Elle vient de faire sa première nuit. On fait des randos régulièrement. La première, qui a juste 4 ans, elle commence à super bien marcher et tout. Et donc oui, c'est quelque chose que vraiment on a envie de leur inculquer. Et c'est super chouette de les voir évoluer dans cet environnement-là aussi, parce qu'on a habité justement dans des grandes villes, on a habité à Londres, et maintenant je peux m'imaginer comment ça aurait été de les avoir à Londres et de les avoir ici, et il n'y a pas photo, quoi. Bien sûr, je préfère 1000 fois les avoir ici. Est-ce que ici, tu veux aussi les inculquer à parler espagnol, à parler catalan ? Est-ce que c'est quelque chose... Parce que c'est très présent quand même. Ouais. Alors sur le plateau, oui. En Ariège, beaucoup moins. Ouais. Pour le coup, on est plutôt en pays occitan. En Ariège, on n'est plus en Catalogne. Donc il y a cette frontière, elle existe pour le coup. Puis elle est physique. Il y a le col du Puy-Morins qui est entre les deux. Donc voilà. Pour le moment, j'avoue que j'aurais vraiment aimé, parce que moi je suis multilingue, j'aurais bien aimé que mes filles soient multilingues. Pour le moment, c'est pas encore fait, mais j'espère que dans le futur, oui, qu'elles sachent parler plusieurs langues, et je trouve que c'est hyper riche de savoir plusieurs langues, même si après on s'en sert pas forcément. Moi je trouve qu'au quotidien, moi toutes les langues que je parle, je m'en sers tout le temps en fait, dans mon métier de sage-femme, quoi. Donc, ouais. C'est quand même fou ici comment les frontières sont quand même assez... en fait, on les traverse, mais elles restent délimitées. Tu dis, en Ariège, voilà, on n'est déjà plus vraiment en contact avec l'Espagne, la Catalogne, on est plus du côté occitan. C'est vraiment... C'est étonnant de se dire à quel point ça reste quand même délimité. C'est un peu l'anomalie catalane qu'avait rétabli entre guillemets Napoléon au moment du découpage des départements, où il avait essayé
d'exclure un peu les Catalans de leur Catalogne. Mais bon, ici, c'est quand même, ça reste les Pyrénées catalanes. Les gens, ils parlent catalan des deux côtés. C'est pas du tout l'Occitanie. Enfin, quand l'Occitanie est devenue l'Occitanie, ici, ça a fait un gros lever de bouclier parce qu'on n'est pas en pays occitan, on reste en pays catalan. Et donc, c'est vrai que, alors qu'en Ariège, c'est pas du tout la même chose. Et pour le coup, si la frontière, elle n'est pas évidente entre la Haute et la Basse Cerdagne, et du coup la Catalogne française, la Catalogne espagnole, elle est beaucoup plus évidente, elle est physique entre la Catalogne et l'Occitanie. Donc voilà, celle-ci, elle existe. Et cet hôpital, c'est rigolo aussi parce qu'on dirait que c'est un peu un fédérateur en fait aussi pour montrer que oui, on vient de deux pays différents, d'environnements différents, mais au final, on peut tous se retrouver et travailler ensemble quelque part, quoi. C'est ça. J'imagine que les mecs qui ont signé le traité des Pyrénées, ça leur ferait grincer des dents un petit peu de voir que finalement, on a réussi à déjouer ça et qu'on a réussi à refaire un seul territoire d'un territoire qui avait été mécaniquement divisé par l'homme finalement. Mais voilà, après, pour moi, ça me parle complètement. Hein. Un monde sans frontières, ça m'irait très bien. Donc voilà, je trouve que c'est très chouette que ça existe ici. Et comment tu vois l'avenir du coup de cet hôpital aussi? Et toi, ton travail en tant que sage-femme? Moi, je trouve que mon travail en tant que sage-femme, il est hyper important dans ce territoire-là. Les femmes, il n'y a pas de gynéco installé en libéral ici. Donc le premier gynéco, ce sera à Foix ou à Perpignan, encore une fois, hein, toujours. Moi, en tant que sage-femme libérale à Ax-les-Thermes, pareil, je couvre toute une partie de la population qui était complètement laissée pour compte. On parle de déserts médicaux là-bas? Alors, on n'en parle pas en Haute-Ariège parce qu'on a suffisamment de médecins généralistes, bizarrement. Vraiment du côté d'Ax-les-Thermes. Après, si tu descends dans la vallée, ça devient plus un désert médical. Okay. Donc si tu vas vers Foix, donc Tarascon, etc., là c'est plus en désert médical. Mais au niveau de la santé de la femme, quand même, moi quand j'ai déménagé ici en 2022, du coup on est revenu s'installer ici, j'étais enceinte de ma deuxième fille et il n'y avait pas de sage-femme, il n'y avait pas de gynéco. Le premier hôpital c'était celui-ci, donc moi je suis venue accoucher ici d'ailleurs. Et je faisais mon suivi ici, partiellement j'étais ma propre sage-femme, ce qui n'était pas top. Mais voilà, il n'y avait pas en fait. Et donc j'ai l'impression qu'en m'installant à Ax et aussi en venant être la seule sage-femme française de l'hôpital, je réponds un peu à un besoin finalement de la population. Il y a d'autres sages-femmes en Cerdagne, donc il y a 2 sages-femmes sur Font-Romeu, il y en a une à Bourg-Madame aussi, donc il y a plusieurs sages-femmes sur le territoire. Et puis il y a les sages-femmes de la PMI aussi, les services départementaux, qui sont là. Mais c'est vrai qu'en termes de santé de la femme, parce que les sages-femmes, on ne fait pas que des accouchements non plus, on fait aussi tout ce qui est suivi gynéco, etc. C'est quand même hyper avantageux d'avoir ces services-là qui sont proposés à la population. Tu as pu avoir des échanges avec des femmes ou des jeunes femmes qui ont pu se priver d'accéder à ces soins-là parce que trop loin, parce que pas les moyens d'aller aussi à 2 heures de route. Des jeunes femmes, pas forcément plus jeunes que d'autres, mais c'est sûr que oui. Enfin, moi, je récupère des femmes maintenant qui n'avaient pas vu de gynéco depuis des années parce que, en fait, il n'y en avait pas, parce que leur dernier gynéco est parti à la retraite et qu'il n'y a pas eu de reprise. Enfin, voilà, ça c'est très très classique, effectivement. Et au-delà de ça, moi, je suis aussi conventionnée pour faire des IVG médicamenteuses à domicile. Et du coup, je fais ça depuis mon cabinet à Ax. Et donc là, à Ax, on est à presque 50 minutes de l'hôpital du côté de Foix et à environ 50 minutes d'ici aussi. Et donc, je suis conventionnée avec les 2 hôpitaux. Et ça permet à toutes ces femmes qui sont dans ce coin-là de ne pas se déplacer pour faire une IVG, pouvoir le faire à domicile. C'est quand même beaucoup plus confortable. Et les IVG sont aussi illégales en Andorre. Et donc, moi, je suis la première sage-femme à côté de l'Andorre
qui pratiquent des IVG. Donc je peux aussi aider les sages-femmes, les femmes andorranes, et j'en ai eu plusieurs qui se sont déjà pointées à mon cabinet à Axe pour pouvoir leur fournir ce service-là qui est encore en 2025 illégal en Andorre. Ça l'a toujours été en Andorre Ouais. ou c'est revenu ça l'a toujours été? Et oui, ouais. Wow. L'Andorre c'est très catho. Ok. Oui, donc en effet, tu es aussi un peu le point. Il y a beaucoup de sens, oui, à ce qu'il y ait une sage-femme là. Est-ce que tu as eu des femmes aussi peut-être qui ont accouché à la maison du fait de ne pas pouvoir accéder? Alors, j'en ai pas encore eu. Moi, je fais pas les accouchements à domicile pour la bonne et simple raison que je suis seule, en fait. Et donc, pour moi, ce serait trop dangereux de le faire. Je trouve que puis c'est pas viable aussi, en fait, d'astreindre tout le temps. C'est juste très pesant pour la vie de famille. Mais c'est sûr que s'il devait y avoir un accouchement à domicile, maintenant tout le monde me connaît, je pense, donc on m'appellerait, je pense. Je pourrais venir avec ma paire de gants. Mais bon, au final, il n'y a pas besoin de grand-chose. Quand un accouchement arrive précipitamment à domicile, c'est que tout se passe bien. Je vais te poser des petites questions. Ah non, j'ai juste une dernière question avant, par rapport à l'IVG. En Espagne, c'est légal. Est-ce que du coup, elles peuvent venir soit te voir à toi, soit aller en Espagne aussi voir des sages-femmes? Au cabinet à Axe, non. Oui. Ouais, au cabinet à Axe, elle viendrait directement à l'hôpital, du coup. Et à l'hôpital, on fait les IVG, oui. Et du coup, côté espagnol, il y a aussi des sages-femmes et des hôpitaux. Alors, côté espagnol, c'est pas les sages-femmes qui font ça. Tu vois, c'est un peu ça les différences entre les deux côtés de la frontière. Donc, moi, en Espagne, je fais pas d'IVG. Okay. Je fais le consentement pour l'IVG, mais j'ai pas le droit de donner les médicaments. Alors que côté français, je fais tout. Ok, en Espagne, c'est les médecins directement c'est les médecins qui doivent donner les médicaments. Et c'est un peu un problème ici sur cet hôpital parce qu'on a quelques médecins qu'on appelle objecteurs de conscience, donc qui, eux, veulent pas pratiquer les IVG. Et du coup, ça peut poser des petits problèmes d'accès. Mais bon, on lutte beaucoup contre ça et on trouve toujours une solution pour les femmes. Mais bon, c'est vrai que c'est un peu pesant. Et imaginons si à l'hôpital, il y a des médecins français. Les médecins français peuvent... Du coup, mais non, parce qu'on est sur le territoire espagnol. Ouais. Donc en fait, médecins, non, forcément... Les médecins, de toute façon, peuvent donner... Ok, donc là, c'est juste, ça dépend des médecins, en fait, qui souhaitent ou pas. Ouais. Et les médecins... Mais même en France, hein, on a le droit, ils appellent ça l'objection de conscience. Donc, tu as le droit de pas... c'est le seul soin. Le seul soin de tous les soins où, en tant que soignant, tu as le droit de dire non, j'ai pas envie de faire ce soin. C'est quand même dingue d'avoir ce type de jugement de valeur-là. Mais voilà, l'IVG, c'est un des soins le seul soin qu'on a le droit de refuser de prodiguer à une patiente. Ça vient d'où? Ça vient des cathos, je pense. Voilà, c'est la religion qui fait ça. Donc si les gens ne veulent pas le faire, généralement c'est pour des raisons religieuses. Et c'est le seul moment dans notre métier où on a le droit d'invoquer la religion pour ne pas faire quelque chose en fait. Ce qui est quand même fou. Et bien sûr ça concerne la santé des femmes, donc ça c'est pas très étonnant par contre. Donc ça peut arriver que vous ayez des débats en interne, enfin je sais même pas si vous pouvez en débattre en fait, ou c'est... En fait, moi j'ai arrêté d'en débattre de ces choses-là. J'en ai débattu longtemps quand je travaillais pour Médecins sans frontières avec les populations, avec les locaux sur les territoires sur lesquels je bossais. Mais ici, j'en parle même pas. J'en parle avec d'autres gens qui sont convaincus, mais c'est quelque chose dans ton métier aussi que du coup tu dois accepter en fait. Tant que la loi n'aura pas changé, voilà. Moi je trouve ça absolument incroyable qu'il y ait un soin pour lequel on puisse dire non, en fait celui-là, démerdez-vous. Non mais complètement. Et puis c'est fou comme je sais pas si on vient seul avec soin. un fémur, le médecin il va pas dire non, moi les fémurs je fais pas, je suis désolée. Un radius à la limite, mais un fémur, non quoi. Ouais. Donc, et puis encore une fois, c'est un soin réservé aux femmes. Voilà. Qui est que réservé aux femmes explicitement. Donc. Exactement. Ok. Non mais c'est très intéressant de parler de ça aussi parce que c'est quelque chose dont on en entend parler, ça vient par moments, puis ça repart avec la politique et c'est important de rappeler aussi ce qui se passe quoi. Ouais. Je vais te poser les 3 petites questions de la fin. Oui. La première, c'est quel est ton endroit préféré dans les Pyrénées? Mon endroit préféré dans les Pyrénées, alors moi je pense que je dirais le calvaire de Font-Romeu.
c'est un peu bizarre comme réponse, mais en fait, à côté du lycée de Font-Romeu, il y a un calvaire, un truc, c'est très catho, encore une fois, rien à voir avec pourquoi j'adore cet endroit, mais il y a un espèce de point de vue, et je me souviens quand j'étais ado et que j'étais au lycée, c'était un endroit où on allait beaucoup pour s'évader un peu du lycée, et il y a un point de vue sur le plateau qui est incroyable. Et du coup, je pense que c'est pas que c'est le meilleur, le plus bel endroit du monde, mais il y a une sorte d'apaisement qui revient en moi si je pense à cet endroit-là, en fait. Après, il y a des milliers d'endroits magnifiques dans les Pyrénées et tous me plaisent. Et j'avoue que je pense que j'y suis pas retournée depuis que j'étais au lycée, au calvaire de Font-Romeu. Ah ouais, mais ça te reste un souvenir. Ouais, Ah, c'est un beau. souvenir magnifique que j'ai de là-bas. Et voilà. Et c'est un endroit aussi où j'ai des très bons souvenirs avec mon conjoint, que j'ai rencontré au lycée. Donc voilà, c'est un endroit que j'aime beaucoup. Est-ce que tu as un endroit ici, dans le secteur ou près de Axe, à recommander pour manger ? Alors oui, sans hésitation, je dirais le resto du Matin Calme, qui est dans le camping de Sayagouz. Et donc c'est une invitation au voyage, vraiment. C'est pas du tout pyrénéen comme table, c'est une table coréenne, du coup. Okay. C'est une dame qui est du Cru, qui est d'ici, qui est partie habiter en Australie pendant un certain temps, qui a rencontré un Coréen et qui l'a ramené au bercail. Et c'est lui qui fait la cuisine. Et c'est incroyable. Et vraiment, tu as l'impression d'être en Corée, je pense. Je suis jamais allée en Corée, mais c'est trop, trop bon. Et ouais, moi qui adore voyager et qui essaye de moins voyager maintenant parce que voilà, empreinte carbone, etc. Puis je pense que j'ai assez voyagé toute ma vie pour maintenant il faut que je compense en vrai. Et ben voilà, je voyage comme ça du coup, et donc je vais en Corée quand je vais chez eux et c'est super chouette. Trop bien. Et dernière question, est-ce que tu as une recommandation d'un livre, d'un documentaire, d'une musique aussi sur les Pyrénées ou sur les montagnes ou peut-être même sur ton métier pour les personnes qui nous écoutent? Alors, un livre. Alors sur les Pyrénées, il y a un livre, je me souviens plus de l'auteur. C'était un livre qui s'appelle Comme des vents fous. Ou un truc comme Et ça. vous passerez comme des vents fous? Oui. De Clara Arnaud? Clara Arnaud, ouais, exactement. Je viens de le finir. C'est vrai? Incroyable. Mais il est super chouette. Ouais. Je trouve qu'il donne bien le ton sur les Pyrénées, même si c'est pas exactement en Ariège, mais c'est quand même bien proche. Ça parle de l'ours du coup, donc un sujet très touchy qui est très très bien traité, je trouve, qui est pas pro, qui est pas anti, qui dépicte bien tous les aspects et qui est à travers plusieurs générations aussi avec les montreurs d'ours, et je le trouve très chouette. Donc si on a envie de comprendre un peu les Pyrénées, je pense que ce livre-là c'est un très bon point d'entrée. Et après sur le métier de sage-femme, franchement, je sais pas trop. Je vais recommander mon livre à moi. Je vais faire de l'auto-promo. T'as écrit un livre? J'ai écrit un livre parce que j'ai travaillé à bord de l'Aquarius, le bateau de sauvetage en Méditerranée. Et donc, au sortir de l'Aquarius, j'ai écrit un livre qui s'appelle Tous les poissons... Attends. J'ai perdu le nom de mon livre. Seuls les poissons morts suivent le courant. Ok. Et c'était sur les problématiques en Méditerranée qui sont finalement aussi peuvent être une thématique pyrénéenne parce qu'il y a beaucoup de migrants qui finissent par ici aussi, et je trouve que c'est hyper intéressant et hyper important de connaître leur parcours à ces gens-là. Et donc ce livre-là, c'était pour témoigner de leur parcours à eux. Donc, voilà, incroyable, génial. Vous avez justement des passages de migrants ici qui passent par l'hôpital pour des soins je ne sais pas si le plateau de Cerdagne c'est forcément... Oui. Ouais. Bah oui, parce qu'en fait, y a des gens qui arrivent en Espagne de plus en plus, par le Maroc, via Gibraltar ou via les Canaries, et du coup qui finissent par passer par là en fait, et qui prennent... Il y a une ligne directe de train entre Barcelone et ici, du coup. Donc oui, il y a quand même pas mal de monde qui passe par ici, ouais.
Et donc c'est important de connaître aussi leur histoire et savoir ce qui se passe ailleurs. Tout à fait. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter que tu veux partager avec les personnes qui nous écoutent? Eh ben, je vais m'adresser aux femmes et je vais leur dire, c'était quand votre dernier frottis? Et pensez-y parce que c'est super important. Ouais. Allez voir et trouver la bonne une sage-femme. personne. Oui. Et que les sages-femmes peuvent aussi réaliser ces examens-là. Bien sûr. C'est toujours important de le rappeler. Ouais, exactement. Donc, tout le monde pense que c'est nouveau, mais non, c'est depuis 2009, donc c'est plus trop nouveau maintenant. Ouais, mais je pense qu'on a encore les générations, on est resté sur nos mamans qui allaient voir le gynécologue et c'était que le gynécologue. Allez voir une sage-femme, vous ne serez pas déçus, je vous garantis. Trop bien. Merci beaucoup. Avec plaisir. Latitude Pyrénées est un podcast indépendant. Alors si vous aimez les épisodes, je vous invite à laisser 5 étoiles ou un commentaire sur votre plateforme d'écoute préférée. Vous pouvez aussi me suivre sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram, sous le nom Latitude Pyrénées. Et puis si vous souhaitez soutenir financièrement le podcast en donnant quelques euros par mois ou en faisant un don ponctuel, une cagnotte Tipeee est disponible en ligne. Vous trouverez le lien dans la description de l'épisode. De mon côté, je vous dis à très vite pour découvrir une nouvelle voie des Pyrénées. Adi Schatz!